Merci beaucoup. Je vais essayer d'être punchy. Je vais vous délivrer pas mal d'informations en peu de temps. Donc n'hésitez pas à revenir me voir à la pause pour en parler. J'ai 8 tendances pour vous. Alors que ces tendances n'ont pas été sorties de nulle part. Le CFPJ a la chance d'accompagner en ce moment à peu près une cinquantaine d'organisations. Donc ça nous permet de faire un benchmark, de voir sur une courbe de Gauss qui est très éloignée et puis ce qui est commun aux 50 organisations. La deuxième chose, c'est que le CFPJ, comme beaucoup d'organismes de formation, a des formations au RNCP, certifiantes. Et dans ce cadre-là, de façon obligatoire, mais c'est un plaisir pour nous et c'est notre tradition, nous avons un observatoire. Nous faisons venir une fois par an des personnes extérieures à notre entreprise pour réfléchir sur les tendances. Et enfin, en bon communicant avec un S, nous faisons des veilles et nous essayons de partager nos veilles. Voilà. Donc j'ai 8 tendances pour vous qui sont issues de ce travail. C'est vrai que les tendances en général de l'année suivante, je les fais plutôt entre, on va dire, septembre et octobre. Donc c'était un petit challenge pour moi de le faire pour le 1er juillet. Mais comme c'est la date anniversaire de l'ouverture de Bridge, eh ben, j'ai accepté le défi. Première tendance, la permacrise. Alors, je dois rendre à César ce qui appartient à César. Ce sont mes amis de Generali qui m'ont soufflé ce mot-là. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que ça rejoignait d'autres tendances qu'on a vues par ailleurs. Et la permacrise, ce n'est pas la crise permanente. Moi, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre ça. C'est le fait que la crise puisse être potentiellement tout le temps là, à tout sujet, qu'on ne sait pas d'où ça vient, si ça va venir de l'interne, de l'externe, d'un citoyen qui va, comme un journaliste de tous les jours, photographier quelque chose, le sortir de son contexte sans le savoir, etc. Et en fait, jusqu'à présent, il y avait les bonnes pratiques dans certaines organisations, les bonnes pratiques de communication partent en calme, et on s'autorisait à faire un certain nombre de choses. Et puis les bonnes pratiques de communication partant de crise. Et en fait, vous verrez, nous verrons que demain, les bonnes pratiques de la communication seront uniquement les bonnes pratiques de la communication partant de crise, même si on est en temps calme, parce que la crise peut être potentiellement permanente à tout moment. Donc on va se le répéter, hein, la bonne com, c'est pas ce qu'on dit, c'est d'abord ce qu'on fait. Et on communique sur ce qu'on fait. Et on va sur les faits. Ensuite, c'est de travailler avec ses parties prenantes, c'est d'anticiper les coûts. C'est quand les conversations s'emballent sur les réseaux sociaux, hein, j'ai une Cécile, je reprends tes termes, ne pas remettre une pièce dans la machine. Voilà, c'est plutôt se taire. Et c'est aussi développer des relations long cours avec les différentes parties prenantes. Il y a eu pas mal de sujets sur les relations publiques. Eh bien, ça en fait partie. Passer davantage de temps avec son réseau d'ambassadeurs internes, c'est parfois plus simple pour des directions de communication de répondre par les tiers et par le réseau d'ambassadeurs que de répondre directement. Et enfin, quelque chose que je trouve très intéressant pour les directions de communication, c'est de traiter différemment le conflit et la violence. En fait, souvent, il y a une tendance à gérer de la violence avec des techniques de com qui gèrent le conflit, par exemple la médiation. Et quand on gère le conflit, ou plutôt la violence, avec des techniques de médiation, on fait le jeu du bourreau au détriment des victimes. Je vous laisse méditer là-dessus, mais je tiens ça d'un magistrat pour enfants, président de la Civis pour ceux qui connaissent. Deuxième tendance, je vous l'annonce, votre entreprise demain, si elle ne le fait pas déjà, fera du fact-checking. Alors, soit elle le fait déjà, elle en fera plus, soit elle n'en fait pas et elle en fera. Pourquoi ? Parce que les citoyens attendent des organisations publiques aujourd'hui de faire du fact-checking, puisqu'ils se racontent à peu près tout et n'importe quoi sur tous les sujets, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que. Parfois dans les médias, mais vous ne le répétez pas, hein, sinon ça va. Voilà. Mais bon. Mais on va aussi l'attendre des entreprises privées. Autrement dit, les citoyens demain vous accorderont du leadership sur vos sujets si... Et là, la direction de la communication a un rôle à jouer si une entreprise privée propose des contenus vérifiés sur des sujets brûlants. Et sur lesquels, Sandrine, je te regarde, parfois certains chercheurs n'ont pas encore la réponse parce qu'on est en train de chercher. Et je dirais, c'est quelque chose qu'on discute beaucoup dans le milieu journalistique, il en va de la sécurité de nos citoyens pour certains sujets et de l'avenir de nos démocraties. Là aussi, je vous laisserai méditer là-dessus. Vous l'avez beaucoup évoqué ce matin, troisième tendance, l'union fera la force. Alors évidemment, aujourd'hui, les directions de communication, vous gérez des projets avec, par exemple, les RH, le marketing, le commercial, vous l'avez largement évoqué ce matin. Si je prends l'exemple des RH, dans un climat de grande démission, c'est vrai que les communicants, les directions de communication travaillent avec les RH sur la marque employeur, le recrutement, les programmes d'employés advocacy, on l'a évoqué. Mais demain,
visiblement, vous contribuerez beaucoup plus au projet des autres. C'est-à-dire que vous irez plus loin, vous irez vous intéresser à des projets qui ne vous intéressent pas aujourd'hui ou que vous ne voyez pas, ou dont on ne vous fait pas part, parce que demain, ils auront besoin, ces projets-là auront besoin de la caisse de résonance, de la force de frappe de la communication, de la cohérence de la communication pour exister. Nous, on le voit aussi sur nos sujets tout simples de formation. Le sujet des RF en ce moment, c'est le marketing de la formation. Ils ont des offres formidables, mais tout est dans la communication sur le sujet. Et donc, vous n'aurez plus le choix. Ça a été évoqué par Frédéric ce matin. Il vous faudra une stratégie de marque chapeau, avec peut-être des content rooms tout à fait organisés, où chacun puisse se reconnaître, chacun puisse aller piocher, et si possible, des contenus OK, vérifiés, fact-checkés, etc. Et vous deviendrez, sur cette troisième tendance, les as du management de projet. Hein, y compris au sens sprints, mode agile, etc., etc. Quatrième tendance, et ça rejoint le passage du support au stratégique, vous deviendrez tous formateurs. Parce que j'ai un scoop pour vous, les communicants ne sont pas les plus crédibles à communiquer. Ben oui, c'est le DIRCOM qui le dit, donc voilà, elle a les outils, elle a les techniques, etc. Donc votre métier est déjà et deviendra de plus en plus d'accompagner des porte-paroles, de conseiller des gens qui n'y connaissent rien à eux-mêmes communiquer avec un minimum de standards, mais en même temps, c'est bien par esprit de subsidiarité, les gens qui sont proches du terrain, qui sont les plus crédibles à parler de ce qui se passe sur le terrain, dans leur usine, dans leur campagne, etc., etc. Donc c'est conseiller, accompagner, former occasionnellement des non-communicants à communiquer. C'est une tendance lourde que nous rajoutons dans tous les parcours de professionnalisation, tous formateurs. Cinquième tendance, l'avenir sera frugal ou ne sera plus. Tout est dans le plus. Avant, on disait ou ne sera pas, ne sera plus. Alors évidemment, aujourd'hui, nous communiquons globalement sur des sujets RSE, développement durable, etc. Mais collectivement, nous produisons trop de contenu. Nous sommes des pollueurs de contenu, collectivement. Il vaut mieux se le dire et en prendre conscience. Donc, chère Cécile, je reprends tes mots, il sera vital de choisir nos combats, de lutter contre l'infobésité. Et pour ça, finalement, assez vite, on se rend compte dans cette cinquième tendance que ça veut dire renforcer la gouvernance et la coordination des médias internes. Et oui, parce qu'il y a des choses que vous ignorez qui se passent à un bout de votre organisation, dont vous n'êtes absolument pas au courant, puis le jour où vous tombez dessus, vous vous dites « non, ils n'ont pas fait ça quand même ». Et si, ils ont osé. Je reprends l'art du questionnement de Cécile tout à l'heure. L'art du questionnement, ça va vous aider à mieux comprendre ce que veulent vos parties prenantes en communication, mais ça va aussi les aider, eux, dans une technique de coaching, à prendre conscience que est-ce que leur demande est vraiment utile pour l'organisation, pour les parties prenantes, pour atteindre ces cibles, etc., etc. Donc on écoute avant d'émettre, on recueille avant de restituer, ça a été dit par Martine tout à l'heure. On récolte, on analyse et on donne à voir des datas pertinentes, ça a été dit par Emmanuel également. On choisit, on renonce et on ne communique plus que sur ce qui a du sens. Sixième tendance, eh bien demain la veille. Donc Béatrice Mandine l'a ouvert, c'est marqué dans votre roadbook, la compétence numéro 1 du communicant, c'est la curiosité. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans cette tendance, c'est qu'en fait, cette curiosité, qui est au niveau des soft skills, c'est-à-dire du comportement, qui est la qualité du communicant d'aujourd'hui, eh bien demain va devenir une compétence hard skills. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de sujets, les sujets sont tellement techniques qu'il va falloir non seulement être curieux, se cultiver, se doter d'une solide culture générale sur son sujet, mettre en place une veille efficace, comme il va falloir demain, si ce n'est déjà fait aujourd'hui, mettre en place une organisation pour qu'on puisse partager les veilles dans une même entreprise. Et ensuite, et là je rebondirai un peu sur l'exemple de Cécile ce matin de la RATP, en fait, nos enjeux de communicants de demain, ça va être de profiter des veilles pour pouvoir anticiper à partir de signaux faibles la phase d'après, le coup d'après. Et un peu comme des journalistes anticipent des nécrologies de personnalités qui ne sont pas encore décédées, hein, c'est pas très drôle, mais c'est un fait, les communicants demain anticiperont des sujets qui n'ont pas encore complètement émergé, mais vous avez suffisamment de faisceaux pour vous dire c'est le sujet de demain et sur lesquels on va être challengé. Et là, vous allez pouvoir reprendre du leadership, c'est-à-dire vous allez avoir des directions générales qui vont venir vous voir en vous disant il faudrait faire ceci et cela. Et dire non, mais t'es quand même pas à l'âge du Minitel. Là, il y a un sujet, c'est celui-là qui monte et c'est sur celui-là qu'il va falloir mettre l'accent. Et vous aurez des indices pour le prouver. Donc, ce sera absolument génial.
Septième tendance, alors celle-là, je l'adore. Il y a un article du Monde que vous avez certainement lu cette semaine qui vous dit qu'aujourd'hui, les technos sont prêtes. Vous dites un texte à un logiciel et ce texte se transforme en image. Hein, Sandrine, tu l'as vu. Super. Donc il y a deux, donc je vous donne il y a deux, Imagen et DALL-I, ça s'écrit D-A-2-L, plus loin E d'email. Hein. Google a entraîné Imagen sur une base de données Lion de 400 millions d'images. Et donc là, j'ai sous les yeux, à partir d'un texte qui dit chien Shiba dans un habit de pompier, j'ai un chien qui a des habits de pompier et un casque. Et c'est le logiciel qui l'a créé. En fait, cette tendance, c'est quoi? Alors, j'hésite entre le mot. Est-ce que c'est du créagital ou du digitif? Tout à l'heure, on a dit qu'il faut bannir les jargons, etc. Le mec, il ose, tu sais. Alors, est-ce que c'est de la création dans du digital ou est-ce que c'est du digital créatif? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, on voit bien que demain, la stratégie qui aujourd'hui est sur les réseaux sociaux, demain sera dans le métaverse. Vous travaillerez sur des multiformats, sur des multi-approches, sur des multi-tout. Ça va être un enfer. Voilà. Et là aussi, je vais plomber un peu l'ambiance. Quand on voit sur les réseaux sociaux les déchaînements de violence, les recrutements de prostitution, etc., vous imaginez dans le métaverse ce que ça peut donner? La confusion des personnalités. Donc ça veut dire que notre rôle collectif, ça va être aussi, plus on va aller loin sur la techno et le digital, ça va être aussi d'aller sur l'éthique de la communication et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on relaye, comment on le fait, etc. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important dans ce... Donc, une création débridée dans le digital et travailler sur l'éthique de la communication. Je vais faire un truc qu'on ne fait jamais, je vais revenir en arrière. Tout à l'heure, sur les fake news, il y a une tendance qui, moi, m'a interpellé, c'est qu'en fait, pourquoi ça va être compliqué pour une organisation ou pourquoi c'est compliqué pour le citoyen de détecter les fake news? Aujourd'hui, une fake news, c'est détecter le vrai du faux. Je crois qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus. Mais demain, ça va être détecter le vrai du faux dans le monde réel et le vrai du faux dans le monde virtuel. C'est-à-dire, ce que je vais manger à midi, c'est vrai dans le monde réel. Si j'ai un faux sac Chanel acheté à Venise, c'est un faux dans le monde réel. Si je paye mes impôts de façon digitalisée, malheureusement, je les paye en vrai. Donc, c'est bien du vrai dans le monde digital. Et oui. Et alors, le faux dans le digital, toutes les technos sont là, les deepfakes, etc. Je prends la tête de monsieur, je le mets sur un corps de chien et je dis n'importe quoi. Et c'est là. Donc, vous imaginez demain tout ce qu'on peut faire. Donc, cette lutte anti-fake news rejoint aussi cette tendance de créatif digital avec l'aspect éthique des choses. Dernière tendance, alors celle-là, je l'adore. Il y a 10 ans, elle était vraie, aujourd'hui, elle est vraie et demain, elle sera encore plus vraie. C'est la tendance de l'écriture. Vous manquez tous, à chaque fois que je discute avec la direction de communication, j'ai dit « Fabrice, est-ce que tu connais quelqu'un qui sait écrire ?» Vous n'êtes pas assez entouré de gens qui savent écrire. Alors, c'est des écrits professionnels qui portent un message, qui atteint ses cibles, etc. C'est l'écriture en mots, mais c'est aussi l'écriture en son, c'est aussi l'écriture en images, et c'est aussi l'écriture d'un mix de tout ça qui fait que... Et c'est une écriture hiérarchisée, c'est une écriture où je vais pouvoir décliner sur tous les formats un même contenu en très court, en très long, en print, en digital, en métaverse, en métapaverse et en ce que vous voulez. Voyez ? Et donc là, on peut se simplifier les choses en sachant décliner par l'écriture, mais si on ne sait pas le faire et qu'on réinvente le message à chaque fois, on a toutes les chances de créer des messages qui commencent à être légèrement différents, divergents et donc manquer de cohérence. Et si vous rajoutez à ça toutes les logiques de référencement naturel, SEO, etc., donc plutôt des logiques marketing, là, vous explosez complètement. Voilà. Donc, c'est une tendance majeure. Et à chaque fois qu'on me la sort, au CFPJ, j'ai dit non, pas encore les techniques d'écriture. Eh bien, si. On se résume. La première tendance, c'est la permacrise. La deuxième, c'est le fact-checking. Troisième, les projets, l'union fait la force. Quatrième, tous formateurs, tous conseillers, tous coachs. La cinquième, la frugalité. La sixième, la veille. La septième, donc réagital ou digitif. Et la huitième, l'écriture. Et l'écriture encore. Je vous remercie.